Le jour où j'ai enterré mon mari, Maurice, celui avec qui j'avais partagé 40 années de ma vie, je croyais vivre le jour le plus sombre de mon existence. Je ne savais pas encore que ce n'était que le lever de rideau d'un drame bien plus obscur. Le véritable cataclysme a éclaté plus tard, dans cette salle glaciale où l'on a lu le testament. Quand l'enveloppe s'est ouverte, ce ne sont pas seulement des biens ou des héritages qui s'en sont échappés, mais la révélation d'une autre vie, une vie cachée, effroyable, que Maurice m'avait eue pendant toutes ces années. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis les funérailles de mon mari, Maurice. Tandis que je cherchais encore son odeur dans chaque recoin de notre maison, je pleurais avec une douleur naïve, sans savoir que les beaux jours que nous avions partagés n'étaient qu'un immense mensonge. Ma peine, je le compris plus tard, n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce que j'allais découvrir. Car on ne pleure que ce qu'on connaît, pas la trahison qu'on ignore. Quand l'avocat m'a appelé, j'ai cru qu'il s'agissait simplement d'affaires administratives, certificats d'héritage, transfert de propriété, toutes ces formalités ennuyeuses et froides. Maurice avait toujours dit que tout reviendrait à notre fils unique, Kevin, et à moi. C'était un homme de famille, du moins le croyais-je. Mais le ton distant de Maître Martin et sa façon insistante de préciser que ma présence était indispensable pour l'ouverture du testament ont semé en moi une inquiétude que j'ai aussitôt mise sur le compte de la fatigue et du chagrin. Le lendemain, en me rendant à son cabinet, Kevin et surtout ma belle-fille Camille avaient l'air de sortir non pas d'un deuil, mais d'une réunion d'affaires. Leur attitude maîtrisée, leur chuchotement sur ce que papa pouvait bien avoir laissé derrière lui, tout cela brisait encore plus mon cœur déjà en miettes. Tandis que je pleurais mon mari, eux semblaient ne penser qu'aux chiffres et aux comptes, les premiers signes d'une trahison que je ne voulais pas encore voir. En entrant dans la salle d'attente du cabinet, j'ai remarqué 2 autres personnes assises. Une femme au visage pâle, timide, et un jeune homme d'une 20aine d'années à ses côtés. Jamais je n'aurais imaginé ce qu'il faisait là, ni quel lien il pouvait avoir avec mon mari. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette rencontre, aussi étrange qu'incompréhensible, allait faire exploser les fondations de la vie que j'avais construite pendant 40 ans. Quand Maître Martin nous a invités à entrer dans la salle de réunion, j'ai tout de suite senti que l'air y est de plus glacial encore que la pluie dehors. Nous nous sommes assis autour d'une grande table vernie. Kevin et Camille se sont installés en face de la femme et du jeune homme. La présence de ces étrangers a fait naître dans mon cœur endeuillé une gêne que je ne pouvais ni nommer ni chasser. Camille serrait merveilleusement son sac à main de luxe. Kevin, lui, fixait l'avocat avec l'impatience arrogante de celui qui se croit déjà à la tête de l'entreprise de son père. Dans leurs yeux, il n'y avait ni tristesse ni compassion, seulement l'attente fébrile des chiffres qui sortiraient de cette enveloppe scellée, ces chiffres qu'ils rêvaient déjà d'ajouter à leur confort et à leur luxe. Après s'être raclé la gorge, Maître Martin nous adressa ce regard professionnel, neutre, presque froid. « Madame Élise, Monsieur Kevin, commença-t-il, avant de se tourner vers les 2 inconnus. Conformément au souhait exprès du défunt, il est impératif que soient présents aujourd'hui Madame Hélène et son fils Lucas. » Hélène et Lucas. Ces noms résonnèrent comme des échos perdus dans les recoins de ma mémoire. J'ai cherché en vain, famille éloignée, relations d'affaires, amis d'autrefois, rien. Ces personnes n'avaient jamais fait partie de mon monde. La voix sèche de Kevin « Finissons-en, maître, j'ai encore des réunions à la holding », le regard méprisant de Camille vers cette femme inconnue et mon angoisse grandissante emplissaient la pièce quand maître prit l'enveloppe.
Le froissement du papier sembla suspendre le temps. Je vais à présent donner lecture des dernières volontés de Monsieur Maurice Delcourt, déclara-t-il. Ce fut, je crois, la dernière seconde de la vie que je croyais mienne. La voix de maître Martin résonnait dans la pièce avec cette neutralité glaciale propre aux gens de loi. Mes oreilles percevaient des mots comme dette, impôt, obligation légale, une pluie de termes absurdes qui glissaient sur mon esprit, refusant de les comprendre. Moi, je n'attendais qu'une seule phrase, celle que tout cœur d'épouse espère entendre. Je lègue l'ensemble de mes biens à mon épouse Élise et à mon fils Kevin. Mais cette phrase ne vint jamais. Le silence qui s'abattit après fut d'une violence presque physique. Ce fut Kevin qui, le premier, le brisa. Il fit grincer sa chaise en se levant d'un bond. « C'est une folie !» hurla-t-il, le regard braqué tour à tour sur l'avocat et sur cette femme inconnue. Le visage de Camille, ma belle-fille, se vida de toutes couleurs. Ses rêves de croisière et de vacances de luxe s'étaient évaporés en quelques secondes, laissant place à une colère sourde. Moi, je ne voyais qu'une image. La maison de La Rochelle, notre refuge au bord de l'océan. C'était là que j'avais élevé mon fils, que j'avais pardonné à Maurice nos disputes, que j'avais cru bâtir une vie. Et voilà que mon mari, dans son testament, léguait cette maison pleine de nos souvenirs à cette femme inconnue, Hélène, et à son fils. Ce n'était pas seulement un héritage comme volet, c'était la profanation de tout ce que j'avais tenu pour sacré. Kevin continuait de vociférer. « Ce testament est un faux.